Yo les bros, c'est Goji et j'espère que vous allez bien. Voilà, le moment tant attendu est enfin arrivé. 6 ans après sa toute première mention dans l'histoire, Rox Ditchebek est entièrement introduit. Son visage nous est révélé, mais surtout une partie de son histoire, comme son assassinat d'un amiral durant une rêverie ou bien son lien avec Marshall D-Teach, ou devrais-je dire Rox D-Teach. Barbe Noire est en effet le fils de Chebek et dans cette vidéo, vous allez apprendre tout ce que vous devez savoir autour de ce personnage qui fut autrefois le plus grand ennemi de Roger. Apparemment, Chebek avait une très grosse prime, alors je vous pose la question, à combien s'élève-t-elle d'après vous? Essayez de deviner son chiffre exact en commentaire car dès la semaine prochaine, nous risquons d'en avoir la révélation. Une review qui va très vite se transformer en véritable vidéo théorique complète et captivante, alors mes petits potes, je vous le dis maintenant, laissez un j'aime à cette vidéo pour le travail colossal qu'elle a représenté, je compte sur vous pour exploser les compteurs habituels car vous verrez ce que je vais vous proposer en vaut vraiment la chandelle. Abonnez-vous également puisque pas loin de 40% d'entre vous regardent la chaîne sans avoir rejoint l'équipage, n'hésitez pas un seul instant à faire partie de notre très grande flotte. Et bien sûr, retrouvez-nous ce soir en live sur Twitch avec Nina pour débrief de ce chapitre, débrief qui sera dispo demain sur la chaîne secondaire. Voilà, maintenant je vous invite à vous détendre, prenez un truc à boire et à manger et débutons cette énorme review sur un chapitre qui restera gravé à jamais dans les mémoires. On commence ce chapitre par la page de couverture. Et oui, la mini-aventure de Yamato apporte une nouvelle information tout juste assez hypante pour daigner être mentionnée. Parce que c'est vrai que 90% du temps, c'est sympa, hein, mais c'est tout. Donc là, Ocho et Kiku emmènent Yamato et son petit groupe vers une tombe en ruine qui serait apparemment la tombe du héros né à West Blue et élevé à Ringo. Alors bon, au début, je voulais pas forcément y croire, mais vu l'état de la tombe en ruine, le titre de héros et l'emplacement de Ringo, tout porte à croire que Yamato se trouve devant la tombe du grand Ryuma. Lui dont le corps a été volé par Moria qui a probablement saccagé sa tombe, lui qui est le dieu des lames et qui vivait dans cette zone de Wano Kuni, ça serait logique et c'était même ce que je disais dans la review du chapitre 1151. Maintenant que Yamato va vers Ringo, elle peut en apprendre plus sur Ryuma. Pourtant ça bloque, rien n'est encore très sûr. Ryuma est censé, d'après sa vivre card, être né sur Ringo à Wano, ce qui ne coïncide pas avec la révélation d'aujourd'hui. Alors ça peut être un fake et on pourrait apprendre de la part de Kiku que les samouraïs se vantent de Ryuma d'être l'un des leurs, natif de Wano, un pur sang, alors qu'il vient du monde au-delà des horizons. J'aime bien cette idée, mais le problème c'est que toujours dans cette vif card, on dit que le corps de Ryuma était enterré dans un temple aux côtés de Shusui Salam, coïncidant avec cette scène de l'épisode 1046 où Shusui repose dans un temple probablement là où Ryuma devait reposer également car les lames des samouraïs de Ringo représentent leur pierre tombale. Et comme vous pouvez le constater, le temple de la cover de Yamato et le temple où est censé se trouver Shusui et Ryuma semblent quand même assez différents, surtout dans l'état. Donc qui croire? Les vif cards, Kiku, l'anime ou le manga? Et puis justement, pourquoi parler d'héros quand Ryuma est considéré comme un dieu, un samouraï légendaire? Avec tout ça, on peut alors se poser la question suivante, y a-t-il une autre légende peut-être qu'on ne soupçonne pas ou qu'on ne connaît pas qui repose ici sur Ringo? Vous avez compris que le flashback d'Harald en particulier dans ce chapitre se base énormément sur l'importance de l'échange culturel entre les pays isolés, l'importance d'alliances, d'accords et d'ouverture entre les nations. Et comme pour le cas d'Ida, ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas native d'un pays qu'elle doit pour autant être rejetée. Son acceptation peut aussi mener à la révélation d'une nouvelle histoire, preuve en est avec ce samouraï nommé Héros, bien qu'il ne soit pas originaire de Wano. Donc je ne sais pas encore si c'est simplement Ryuma, ce qui me conviendrait totalement, hein, car à mon sens, son histoire aurait dû être encore plus développée sur Wano Kuni, ou s'il s'agit d'un autre personnage, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur le sujet. Ah, alors, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais quand je regardais les informations autour de Chebek, tout ce qu'on avait autour des Rox, etc., sur le Wikia, le fandom anglais, j'ai remarqué qu'un certain personnage était dans les trending pages de ce Wikia, justement, et c'était Jigoro. Et oui, je pense que quelqu'un dans la communauté anglophone a éventuellement théorisé sur le fait que Jigoro pourrait être cet homme et qu'il pourrait être le héros de Wano Kuni venant d'East Blue parce que, eh bien, effectivement, Jigoro est un personnage zombie qui a été récupéré probablement par Moria sur Wano Kuni, ça peut matcher, et il vient de West Blue, et c'est un personnage qui a battu pas loin de 7000 pirates pour sauver sa famille. Donc, en termes d'héros, ça se pose là, ça match également avec la mer d'où il serait né, et de plein de choses, donc écoutez, ça vient pas de moi, mais du coup, effectivement, Jigoro pourrait être le parfait candidat au titre de héros, et nous le verrons très bientôt. Bon allez, on rentre dans le vif du sujet, l'analyse du chapitre. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons découvert la naissance de Loki et son rejet par tout Elbaf, après avoir été tenu responsable des malheurs s'étant abattus sur le pays depuis sa venue au monde. Et c'est précisément ce que nous allons voir en ce début de chapitre, les maux qui ont frappé Elbaf. Alors bien sûr, il y a eu le fléau de Big Mom, qui a détruit un village et tué Yorul, mais surtout un climat anormal ayant totalement flingué l'économie et les ressources d'Elbaf. Un phénomène météorologique extrêmement rare sur cette île a provoqué, sûrement pour l'une des premières fois de son histoire, une grande famine qui, bien que terrible pour la population,
population n'a fait qu'accentuer le sentiment de haine à l'égard des proches d'Harald. Loki a bien sûr été considéré comme responsable de la malédiction, mais Ida et Aurudin également, puisqu'en plus d'être étroitement liés à Loki, ils ne sont pas du fameux sang pur d'Elbaf. Mais c'est quand Harald rentrera de son voyage que cet état d'urgence sur Elbaf déclenchera quelque chose de vraiment intéressant et de positif, surtout pour la première fois depuis ce début de chapitre. L'entraide. L'absence d'Harald a été absolument terrible pour le pays, mais aussi pour sa famille. Il a totalement délaissé les siens pendant quasiment un an, provoquant un isolement terrible pour Loki, une mise en danger pour Ida et une situation en fait affreusement délicate pour les habitants d'Elbaf qui devaient gérer la crise sans leur roi. Pourtant, force est de constater que les voyages d'Harald n'ont pas servi à rien. Les relations qu'il a tissées avec les nations humaines lui ont permis de leur demander une aide urgente pour récupérer de la nourriture. Urgence à laquelle ils ont tous répondu positivement instantanément. Ce type, introduit comme étant la pire des enflures, a un véritable don de diplomate pour réussir à autant rallier les nations à lui, et ce que je trouve le plus fou dans tout ça, c'est qu'il a réalisé une partie de l'idéal de One Piece qu'on peut facilement se faire depuis des années. Rallier les peuples entre eux, aider ceux dans le besoin, créer une relation de confiance, c'est ce que Luffy doit et va faire à une échelle mondiale certes, mais quand même, c'est un magnifique aperçu de ce que sera l'alliance finale de One Piece, l'unification du monde, la paix entre les peuples. Et plus encore, vous l'aurez bien lu, Harald leur est tellement reconnaissant qu'il invite les autres géants à leur apporter de l'aide le jour où ils en auront besoin. Alors là, on peut s'imaginer plein de scénarios, mais le premier qui me vient à l'esprit est sans aucun doute le jour où le monde sera englouti. Ce jour prédit par Vegapunk, ce jour où l'utilisation des armes antiques faisant grimper le niveau de l'eau sera telle que la mer en deviendra inhabitable. Eh bien, comment survivront les humains dans un environnement aussi hostile? Une question qui inquiète Dragon lui-même, qui à la fin du chapitre 1125 craint que les peuples ne s'entretuent pour survivre. Eh bien du coup, je pense qu'Harald a en partie, et sans même le vouloir ou s'en rendre compte, préparé le sauvetage de l'humanité lorsque le jour de l'apocalypse viendra. Quand il dit qu'il faudra aider les humains quand ils en auront le besoin, c'est précisément les aider à survivre à cette montée des eaux. Si le monde est englouti, le monde des humains, il est très peu probable que Elbaf, à contrario, et ses hauteurs soient submergés. En plus de faire d'Elbaf le parfait refuge pour une partie de l'humanité, les bateaux des géants seront le moyen de transport idéal pour acheminer le maximum de ces humains en sécurité sur l'île, leur tendant la main en retour après avoir été sauvés de la famine. Et justement, en parlant du bateau, l'une des grosses révélations de ce chapitre concerne un certain groupe de charpentiers géants qui serait, d'après la théorie qui va suivre, à l'origine d'une légende de One Piece. Yarul révèle à Harald l'existence par le passé d'une guilde de charpentiers géants légendaires composée de plus de 100 guerriers, dont des géants antiques combattant avec des marteaux, auraient voyagé au-delà d'Elbaf et été capturés. Harald suggère que le gouvernement en soit à l'origine, l'idée ne restera qu'hypothèse, même si une autre révélation peut faire pencher la balance en cette faveur. Effectivement, Yarul dit avoir entendu une rumeur comme quoi les membres de Galera, du coup cette compagnie de charpentiers géants, seraient gelés quelque part. Bon. Qu'est-ce que tu nous prépares, Oda? Peut-être que si vous n'êtes pas trop porté par vos propres théories et que vous attendez davantage de découvrir celles des autres, eh ben, je vais vous faire comprendre très vite à quel point ce qu'il vient de balancer là, c'est une véritable bombe. Donc cette guilde de géants s'appelait Galera, ce qui doit très certainement vous rappeler la Galera Company de Water 7. Eh bien je pense que c'est totalement normal et que ce n'est pas un hasard puisque tous deux sont des équipes de charpentiers de navires légendaires, la Galera Company de Water 7 étant, je vous rappelle, les meilleurs constructeurs navals du monde entier. Sauf que problème, que ce soit la Galera des géants ou des humains avec Iceberg, toutes deux ont subi une attaque du gouvernement. En tout cas, quand Harald se demande si ce sont eux qui les ont capturés, c'est à mon sens une confirmation indirecte qu'ils ont effectivement quelque chose à voir avec ça. Et la véritable révélation est cette rumeur que les membres de Galera soient gelés quelque part, car des géants coincés dans la glace sur une île du gouvernement, eh bien on en a déjà vu, et c'était au chapitre 660 sur Punk Hazard. Nami, Chopper et les géants tentent de s'enfuir du labo de Caesar Clown, se retrouvent au milieu d'une grotte de glace où des dizaines de géants reposent éternellement sous une épaisse couche de glace. Trois d'entre eux ressemblent d'ailleurs aux silhouettes de cette fameuse Galera, il n'y a plus de doute possible, tout correspond. Ces charpentiers, à en juger par leur tenue, ont été capturés par le gouvernement mondial, tenus prisonniers et congelés par un ennemi, avec peut-être un espoir d'être dégelés et utilisés des années plus tard. Là vous devez vous demander, mais pourquoi ces charpentiers ont été capturés? Pourquoi sont-ils encore ici? Et pourquoi ce lien précis avec Water 7? Eh bien écoutez, il y a un seul chaînon qui réunit tous ces éléments. Un seul mot, un seul terme, qui est la source, la raison, l'explication ultime. L'arme antique Pluton. Ce navire légendaire reposant sous Wano Kuni aurait été construit par cette guilde il y a plus de 800 ans. Plus précisément, Pluton aurait été construit sur Water 7 par cette guilde de géants après la défaite de l'ancien royaume et la mainmise du gouvernement mondial sur le monde. La Galera a été dissoute et ses membres capturés par le gouvernement ainsi que transférés sur leur île scientifique Punk Hazard pour utiliser leurs gènes et recréer à nouveau un équipage de géants. Avant d'être privés de tout mouvement, la Galera ont pu faire deux choses très précises: envoyer le message à Elbaf que nous est révélé dans ce chapitre, annonçant
finançant leur capture, mais aussi et surtout mettre les plans de Pluton à l'abri pour que sur Water 7, il soit hérité de charpentier en charpentier jusqu'à tomber dans les mains de Tom, puis de Icebarg, puis de Franky. Le gouvernement a eu vent de ces rumeurs il y a quelques années et le Cypherpol ont infiltré la Galela Company pour récupérer les plans de Pluton afin de se protéger, menant au fameux incident d'Enies Lobby. Et du coup, sur Enies Lobby, nous avons découvert autre chose de la bouche de Franky. En fait, les plans de Pluton n'ont jamais servi à utiliser l'arme antique en elle-même, ni à créer ce bateau, puisqu'il semble déjà bel et bien exister en résidant sous Wano Kuni. Les plans de Pluton sont conservés et hérités et doivent être utilisés uniquement dans le cas où un dangereux ennemi met la main sur l'arme antique originelle, sur le navire caché à Wano Kuni. Dans ce cas précis, Franky précise bien que la volonté des concepteurs est de créer une autre arme qui permettra de contrer la première. En gros, les concepteurs, la guilde de géants légendaire Galera, ont sauvegardé les plans de Pluton pour que les héros du futur puissent recréer cette arme si certains veulent détruire le monde avec elle. Si l'identité de ceux qui récupéreront l'arme antique Pluton de Wano Kuni et ceux qui recréeront Pluton de zéro pour la combattre sera révélée plus loin dans cette review, nous pouvons être quasiment sûrs qu'à un moment ou un autre de l'histoire, deux Plutons existeront au même moment. En fait, je peux quasiment plus rien dire pour le moment car ça serait davantage dévoilé dans la théorie finale, donc on reviendra sur ces points en temps et en heure. Pour le moment, on peut quand même réaliser deux choses. La première, c'est que le Noah aussi a très probablement été créé par cette guilde légendaire. Ça justifierait sa taille exceptionnelle, mais surtout les paroles des rois des mers au chapitre 648 lorsqu'ils déposent le Noah et déclarent que s'ils veulent le réparer, ils auront besoin de leur force, mais que les temps ont changé. Leur force serait celle des géants, et si le temps a changé, c'est effectivement car depuis le siècle oublié, les géants se sont aussi isolés et sont tombés dans la violence, la discrimination et la domination vis-à-vis des autres peuples humains. Le Noah servira lors du jour promis à sauver les hommes poissons de leur île, mais aussi une partie de l'humanité grâce à la capacité exceptionnelle de ce navire qui est très probablement le plus grand jamais construit dans toute l'histoire de One Piece. Deuxièmement, un pouvoir a un jour permis de geler les géants pendant des siècles. Il est quasiment certain que la Galera date du siècle oublié, ce qui signifie que depuis approximativement 800 ans, ils sont scellés dans la glace. Alors, qui en serait à l'origine? On pourrait penser à l'utilisateur originel du Iei Enomi, le Logada Ukiji, mais n'est-ce pas trop simple? Si finalement c'était l'un des nombreux pouvoirs d'Imu, qu'elle possède un pouvoir élémentaire capable de geler, frigorifier n'importe qui et n'importe quoi pendant des siècles, expliquant ainsi sa toute première apparition dans la chambre froide de Marie-Joise devant le présumé chapeau de Joy Boy. Parce que d'après Harald et Yarul, il est difficile d'imaginer un ennemi capable de vaincre 100 géants, et ils ont raison, sauf qu'à ce moment-là, ils ne connaissaient pas encore l'existence d'Imu, probablement l'être le plus puissant à l'époque post-siècle oublié. D'un autre côté, elle serait aussi la seule capable de les dégeler tout en les ayant gardés en vie tout ce temps. Imu avait comme projet d'utiliser la Galera et ses membres pour créer sa propre version de Pluton, puisque le bateau original a disparu, scellé à Wano Kuni, sans qu'elle le sache. Il est totalement possible que ces géants sur Punk Hazard puissent alors revenir à la vie car de toute façon, ils semblent physiquement intacts. Voilà. Donc on va rester sur ça, on y revient après car de toute façon la fin du chapitre apporte, je pense, toutes les réponses à nos questions. D'ailleurs on va pas tarder d'y arriver à cette fin. Avant nous devons quand même noter plusieurs révélations importantes autour d'Elbaf, comme par exemple que Ida a créé le bar dans le royaume des morts où Shanks est apparu aux côtés de Koron au chapitre 1076. Ce n'est pas une très grande nouvelle mais ça permet quand même d'ajouter une cohérence à la théorie que Mosa soit réellement Ida, puisque dans ce chapitre elle a vraiment été maltraitée par les géants comme Mosa le disait à Loki, mais surtout que les deux se trouver sur le même niveau d'Elbaf, le monde des morts. Et vu que Loki a plus ou moins toujours vécu ici, Ida aurait pu assister à sa détresse en l'espionnant, comme lorsqu'il a tenté de se ôter la vie à la fin du chapitre, ou lorsqu'il pleurait seul, le motivant ainsi à prendre contact avec lui un jour. Elle a totalement pu être témoin de sa détresse, lui qui, tout comme Kaido, était incapable de mourir même d'une telle chute. Vraiment, son histoire est... c'est dramatique, hein. Ça c'est du flashback de Mugiwara. Hein. Impossible de rester insensible face à sa détresse. Impossible. Heureusement quand même, il va très bientôt trouver un véritable sens à sa vie, car mesdames et messieurs, la légende apparaît. Depuis le chapitre 957, depuis la première mention de Rock D. Chebek il y a donc 6 ans, j'ai toujours expliqué que Barbe Noire avait un lien avec lui. Je ne compte même plus le nombre de vidéos où j'expliquais le développement de Marshall D. Teach à travers le spectre de Chebek et des Rocks. Ça m'a toujours passionné, intrigué, et je savais pertinemment être sur la bonne piste. Et pourtant, PTDR, à aucun moment, je n'aurais imaginé que c'était son fils, tant dans mon esprit, Barbe Noire représentait pour Chebek ce que Luffy représente pour Roger, en fait, l'héritier de leur volonté, ou du moins ceux qui réussiront là où ils ont échoué. C'est dans ces moments-là où tu te rends compte que finalement le raisonnement le plus simple est parfois le meilleur.
l'histoire. Pourtant, la révélation que Teach soit le fils de Chebek ne change finalement presque rien, tant le lien entre les deux est évident mais aussi puissant. Enfin, il change rien, oui et non quand même. Il permet de cibler avec plus de précision les scénarios que prépare Oda autour de Teach, et vous allez voir à quel point dans cette review ça va être mais exceptionnel. Avant ça, on a vraiment besoin de recréer tous les parallèles entre Rox et Barbe Noire. Il faut que je vous réexplique tout ce qui lie ces personnages entre eux en plus du sang, comme ça nous a été révélé dans ce chapitre. Tout d'abord, la base, le plus important, le navire de Barbe Noire se nomme le sabre de Chebek. Voilà, c'est acté, c'est posé, voilà, c'est tout. Dites-vous que le plus dingue dans tout ça, c'est que la révélation du nom du navire de Teach s'est faite dans le tout premier set de Databook Vivecard sorti en novembre 2018. Sauf que notre cher Chebek a été officiellement mentionné pour la première fois dans le chapitre 957 en septembre 2019, presque un an après. Donc Chebek a été en réalité introduit indirectement à travers le nom du bateau de Teach avant de l'être en chapitre. Ça donne déjà la couleur autour de leurs liens respectifs. Ensuite, deuxième point crucial, tous les deux veulent conquérir le monde. Chebek voulait devenir le roi du monde, quant à Barbe Noire, il a tenté de recruter Ace sur Banaro pour dominer le monde tout en nourrissant le fantasme de cette fameuse guerre pour la place du roi, comme il l'a révélé au chapitre 925, sans compter les paroles de Van Augur et Devon au chapitre 1107 évidemment, révélant vouloir le monde à Saturne. D'ailleurs, on comprend tout de suite mieux pourquoi Saturne disait que le sang de Teach était spécial. Le gouvernement sait qu'il est le fils de Chebek, tout comme son équipage, et Teach lui-même le savait. Ce n'est pas une révélation propre au lecteur, mais bien un fait connu des principaux intéressés. Alors pour en revenir au sujet initial de domination mondiale, vous allez sûrement me dire qu'actuellement, Barbe Noire n'est pas le seul à vouloir régner sur le monde. Stelly en rêvait devant le trône vacant, ou aussi et surtout Baggy à la fin du chapitre 549 qui, après avoir recruté les prisonniers d'Impel Down, s'est senti capable de pas seulement devenir Yonko ni roi des pirates, mais aussi le maître du monde. On va aussi reparler de Baggy plus loin parce que mon gars il y en a des choses à dire sur lui. Pour en revenir à Teach, il reste le plus sérieusement apte à perpétuer la volonté de Chebek là-dessus, car il semble avoir un plan tout tracé pour devenir le maître du monde et il a totalement la puissance et l'ambition nécessaires. Ensuite, on a d'autres petits trucs qui confirment ce lien, comme par exemple le petit databook sorti pendant la première pause d'un mois de One Piece en 2022, Road to Laftel. Dans celui-ci, il est carrément inscrit la volonté de Rox, ses projets pourraient-ils encore menacer le monde, tout en étant assimilé à la partie Barbe Noire, se demandant même s'il y avait un lien encore plus profond que le nom du navire entre ces deux personnages. Bon, le doute est clairement plus permis, hein. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait 10 fois plus, c'était les parallèles dans l'histoire entre Teach et Chebek, parce que là, ça donnait encore une toute autre forme à cette théorie. Par exemple, l'incident de Banaro était pour moi un parallèle évident à l'incident de God Valley. Tous les deux portent le nom d'incident, du coup, mais c'est aussi ici que se jouait le destin de 3D. Sur God Valley, il y avait Rox dit Chebek face à Gol dit Roger et Monkey dit Garp. Tandis que sur Banaro, il y avait Marshall dit Teach, que je considérais autrefois comme l'héritier de Chebek, qui affrontait Portgas dit Ace, le fils de Roger, alors que ce dernier voulait protéger Monkey D. Luffy, le petit-fils de Garp, car Teach voulait l'attaquer pour s'emparer de sa prime. En gros, le trio de God Valley se redessinait sur Banaro, sans Luffy, qui était toutefois au cœur du sujet, puisqu'il était la cible de Teach à ce moment-là. De surcroît, les deux îles sont sur le thème du Far West américain du 19e siècle, mais ça je l'ai découvert que lors de la révélation de God Valley au chapitre 1086. Et puis finalement, ultimement, j'ai envie de dire, Barbe Noire a pris le contrôle de la ruche, précisément de cette île. Vous devez le savoir, mais il y a 44 ans, Rox dit Chebek a fondé son équipage, les Rox, sur la ruche, le paradis des pirates. Ce territoire, Teach l'a lui-même récupéré de Wang Zi, encore une fois un ancien membre de l'équipage des Rox. Sacrée coïncidence encore plus folle, hein, quand on réalise également que Gecko Moria a voulu attaquer Teach sur cette même ruche, tout en se faisant capturer. Gecko Moria étant un personnage également très lié aux Rox, après avoir récupéré le corps de Captain John, mais aussi de Jill Bastard, hein, membre des Rox apparu au chapitre 1096, mais qui s'est également retrouvé aux côtés de John dans l'armée de zombies de Moria. En vrai c'est chaud, hein, c'est pas du hasard, Oda est bien en train de tisser des liens avec Moria et les Rox, mais aussi et surtout évidemment il plante des parallèles très précis entre Teach et son père Chebek. Voilà, donc maintenant que vous avez ces petits ou ces gros parallèles en tête, il est l'heure d'aller plus loin, il est l'heure d'entrer dans la véritable théorie de ce chapitre. Nous apprenons plusieurs choses importantes concernant Chebek aujourd'hui, mais le plus important à mon sens reste qu'il était il y a 56 ans à la rêverie. On peut très facilement se dire que bon, comme les révolutionnaires, Chebek s'est infiltré pour foutre le bordel, ou alors comme Harald il a accompagné un roi en tant que soldat et a agi à ce moment-là. C'est parfaitement possible, hein. Sauf que j'aime voir la chose un petit peu différemment. Je pense effectivement que Chebek était un roi, et qu'il a été convié à la rêverie tout comme l'a été Riku, Elisabello ou encore Neptune. Pourquoi cette conviction ?
Eh bien, à cause de Barbe Noire, encore une fois. En apprenant la présence de Chebek à la rêverie, j'ai immédiatement pensé à cet étrange désir qu'a eu Teach de faire reconnaître la ruche comme un pays du gouvernement mondial et en devenir le roi. Soyons honnêtes, être roi d'un pays dans One Piece ne sert strictement à rien si ce n'est vivre dans un confort supérieur des citoyens normaux. Or, Teach est déjà largement dans le luxe, c'est un Yonko, tout en étant en plus officieusement le roi de la ruche. Pourquoi aller chercher cette reconnaissance officielle, ce titre-là, dans ce cas-là? Parce que, eh bien, la rêverie, voilà. D'emblée. Être officiellement roi permettrait à Teach d'être officiellement convié à la réunion des rois, se déroulant tous les 4 ans sur la Terre Sainte de Marie-Joise. Alors ok, c'est déjà une hypothèse que je vous ai exposée dans la review de ce chapitre justement, mais à ce moment-là, le lien avec Chebek n'était pas confirmé comme aujourd'hui, et la présence de ce dernier durant une rêverie ne l'était pas non plus. Chebek aurait donc été le roi de la ruche, reconnu comme royaume affilié au gouvernement mondial il y a 56 ans, et a utilisé ce pouvoir politique pour infiltrer Marie-Joise. Ce plan, Teach comptait le reproduire en utilisant Kobe et ensuite Garp pour les échanger contre la reconnaissance de la ruche comme pays du gouvernement et en devenir aussi le roi. Maintenant, il faut que tout ça ait un but, une raison. Si on prend la révélation de Chebek premier degré, on peut croire qu'il a intégré la rêverie juste pour tuer un amiral. Or, ça risque de ne pas être le cas. Enfin, en tout cas, pas que pour ça. Chebek a comme ambition de devenir roi du monde, une ambition qu'il devait déjà nourrir à ce moment-là. Et justement, c'est sur Marie-Joise que trône le vrai roi du monde. Est-ce que vous comprenez? Chebek aurait pu découvrir l'existence d'Imu et voulait l'attaquer de face, ou bien il pouvait désirer un pouvoir disponible uniquement sur Marie-Joise qui lui aurait permis la domination mondiale, un pouvoir qui serait par exemple le trésor national de Marie-Joise. Très sincèrement, je pense que ce n'est pas un hasard si toute cette histoire s'est déroulée il y a 56 ans. 5 et 6 en japonais peuvent se lire Gomu, comme le Gomu Gomu no Mi. C'est pour ça que Luffy est tant lié à ce nombre partout et tout le temps. Il est totalement possible que Chebek ait cherché à mettre la main sur ce fruit du démon qui cache les pouvoirs du dieu soleil, qu'il ait appris sa véritable identité. D'un autre côté, ça ferait un parfait parallèle avec son fils Teach qui a rejoint l'équipage de Barbe Blanche seulement pour trouver le fruit qu'il cherchait tant, le Yami Yami no Mi. Alors est-ce que Chebek aurait possédé le Gomu Gomu no Mi? Moi j'aime beaucoup l'idée, vraiment, surtout de me dire qu'un être aussi effroyable que lui pouvait être à un moment de l'histoire le dieu soleil. Le contraste avec Luffy est juste absolument fou. Mais non, quand même, je reste sur ma théorie principale autour des pouvoirs de Chebek. Il a les mêmes que son fils actuellement, il était le précédent utilisateur du Yami Yami no Mi. C'est dans l'utilisation extrême et de son fruit du démon que Chebek aurait emporté God Valley, puisque comme le dit très bien le narrateur à la fin de God Valley au chapitre 1096, cet incident allait peu à peu se fondre dans les ténèbres de l'histoire. Non, mais il est cependant très possible que Chebek, comme je vous disais, cherchait à obtenir le trésor national de Marie-Joise, un trésor qui aurait permis à Doflamingo justement de contrôler le monde. Pour en revenir à cette histoire d'amiral tué, il faut aussi se rendre compte que depuis le début, les Rocks se sont dépeints comme un groupe terroriste vis-à-vis du gouvernement mondial. Chebek semblait vouloir les focus depuis donc plus de 56 ans, 12 ans avant la création officielle de cet équipage sur la ruche. Mais du coup, c'était qui cet amiral? Est-ce que ça a une importance même? Eh ben oui, je crois parce que cet amiral est mort il y a donc 56 ans. Exactement la date à laquelle Garp, Tsuru et Sengoku ont rejoint la marine. Ce qui veut dire que le principe d'amiral existait déjà par le passé, il n'était peut-être pas 3 ou 4 comme maintenant, mais surtout que celui que Chebek a tué aurait été le héros de la marine de son époque, l'exemple de Garp, celui dont il voulait suivre les traces. Ça permet de faire ce lien entre Roger Garp et Chebek. Roger était contre la domination mondiale de son rival et Garp voulait venger la marine et son modèle tout en nourrissant pour la première fois une haine immense envers les pirates, raison pour laquelle il fera tout pour que son fils et ses petits-fils prennent la voie de la marine. Bon, ok, mais là Chebek du coup il fait quoi ici sur Elbaf? Ça aussi c'est une grande question. Il va rencontrer Harald, non? Pour quelle raison? Alors pour le moment on n'en sait rien, car même lorsque Chebek est apparu au chapitre 1145 dans le petit flashback de Loki, rien ne nous indiquait ce qu'il voulait faire ici. D'ailleurs je me permets, mais il est possible que la venue de Chebek au chapitre 1154 et sa présence au chapitre 1145 se passent à deux époques différentes, puisqu'au chapitre 1145 il se retrouve avec un équipage, alors qu'au chapitre 1154, seuls Newgate, Shiki et Stussy sont présents avec lui. Et surtout que dans la chronologie de sa première rencontre avec Loki, nous sommes en 1476. Or, les Rocks se sont formés sur la ruche en 1480, donc il est très probable que Chebek soit venu 2 fois sur Elbaf, la première fois dans ce chapitre et la deuxième fois au moins 4 ans plus tard. Bon, en tout cas ça répond pas à la question. Que fout Chebek ici sur Elbaf? Eh bien ma théorie à ce sujet sera peut-être
trop simple, trop évidente, pas assez satisfaisante, mais je pense que la révélation dans ce chapitre de l'existence de la Galera, la guilde des charpentiers de géants, n'est pas un hasard. En fait, je pense littéralement que Chebek a découvert quelque chose concernant cette guilde, qu'il a peut-être même appris l'existence de l'arme antique Pluton et qu'il cherche à s'en emparer, ce qui l'a mené vers les géants. Vous allez peut-être penser que je suis trop sympa avec Chebek, que je lui prête une trop grande connaissance du monde. C'est peut-être vrai, hein, et nous le découvrirons très bientôt, mais pour le cas de Pluton, ça serait plutôt étonnant justement qu'il ne connaisse pas cette arme. Suis-je censé vous rappeler que Crocodile lui-même est celui qui a introduit cette arme antique dans One Piece en la cherchant sur Alabasta? Ses infos sur le sujet étaient telles qu'il connaissait l'existence d'une arme capable de détruire le monde entier, mais surtout son lien avec le pays d'Alabasta. En quoi le pirate le plus influent et le plus puissant de son époque, considéré comme une véritable légende, ne pourrait pas, tout comme Crocodile, découvrir les secrets d'une arme antique, en particulier Pluton. Pire encore, avez-vous remarqué que la Galera Company de Iceberg a comme logo un bateau qui peut d'ailleurs ressembler à un drakkar viking, écho au charpentier géant? Eh ben ça serait ce qu'on appelle une galère, un des plus gros navires à rame de l'époque. Comme si Pluton était une galère et qu'il avait besoin d'une armée de géants pour être manœuvré en ramant de toute leur force. Et ce qui est très drôle, c'est que notre cher Chebek serait directement inspiré du nom de ce petit bateau méditerranéen, le Chebek, un navire à voile, mais qui s'apparente aussi aux galères car il peut se déplacer au moyen de rames. D'ailleurs, c'est en partie pourquoi je prononce Chebek et non Xebek. Entre l'orthographe de ce navire et la prononciation dans l'anime, le X n'existe pas. Donc, vous l'aurez compris, Chebek, prénom inspiré d'un navire, cherchait à mettre la main sur le navire Pluton, lui-même inspiré du logo de la Galera Company, et tout ça sous nos yeux depuis de très longues années. Chebek est venu sur Elbaf pour soutirer des informations à Harald sur l'existence de ce navire et ne parviendra jamais à mettre la main dessus car les plans sont pour l'instant en possession des charpentiers de Water 7, plus précisément de Tom s'il était actif à cette époque, tandis que le vrai Pluton repose sous Wano Kuni, chose qu'Oden ne découvrira que durant son voyage avec Roger. Cette recherche de Pluton est donc raccord avec l'étymologie de son nom, avec la révélation faite dans ce chapitre, mais aussi et surtout avec le plan de conquête mondiale de Chebek. Maintenant que cette base est posée et comprise par tous et toutes, on passe à la vitesse supérieure de la théorie, à l'espèce de partie 2 en fait. C'est définitif, Teach aura Pluton et je n'en ai plus aucun doute. Chebek était ce qu'il était. Voilà, aujourd'hui il n'est plus de ce monde et tout comme Roger, il n'a pas réussi à réaliser son véritable rêve. Par contre, un autre va le faire pour lui. Cet autre c'est son fils, Rox dit Teach, et lui, il est très différent. Teach est plus minutieux, plus ordonné que son père. Chebek était dépeint comme une tête brûlée et même comme une ordure par son équipage. Il n'avait pas un plan assez fort pour atteindre ses objectifs, alors que celui qui se fait appeler Barbe Noire, sa progéniture, est le parfait inverse. C'est pourquoi lui pourra mettre la main sur Pluton, mais surtout il le pourra car à l'époque à laquelle il vit est l'époque où les armes antiques se réveillent. Le destin sourit à Teach, la chance est de son côté. Il récupère le Yami Yami no Mi, Impel Down est facilement attaquable grâce à l'intrusion de Luffy, Barbe Blanche meurt dans une guerre qu'il a lui-même indirectement déclenché grâce à la capture d'Ace, et il récupère son fruit du démon, mais surtout, par un heureux concours de circonstances, Caribou lui apporte sur un plateau d'argent, sans aucun effort à prodiguer, l'emplacement de 2 des 3 armes antiques de ce monde. Je n'ai pas peur de ce que deviendra Poséidon. Non. Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est plutôt Pluton. Et c'est dans ma théorie du chapitre 1107 que je vous ai précisément expliqué pourquoi cette arme antique n'avait aujourd'hui pas d'autre choix que d'appartenir à Barbe Noire. Pluton sommeille au fin fond de Wano Kuni, comme l'a expliqué Sukiyaki, le père d'Oden. Plus encore, il nous a révélé une information capitale pour le futur de Wano et de One Piece. Pour extraire cette arme antique reposant dans les tréfonds du pays des samouraïs, il faut détruire les murs entourant l'île. Cette ouverture des frontières que voulait tant opérer Oden depuis son retour de Laftel était en réalité la libération de l'arme antique Pluton. Une arme antique qui aurait un rôle précis dans le grand final de One Piece et qu'il aurait appris en découvrant la véritable histoire sur la dernière île. Mais alors qui d'autre que le grand Barbe Noire pourrait détruire ces murs? Je vous rappelle que depuis Marineford, Barbe Noire possède un fruit du démon bien spécial, un fruit du démon que l'on dit capable de détruire le monde. C'est le Gura Gura no Mi, le fruit des tremblements. En effet, ce paramécia, autrefois possédé par Barbe Blanche, serait la clé pour ouvrir les frontières de Wano Kuni. Grâce au séisme engendré par ses pouvoirs, Barbe Noire ouvrirait les frontières de Wano Kuni non pas pour aider et sauver le monde comme l'espérait Oden, mais pour y créer un véritable chaos. La question est très simple. Pourquoi Oda a-t-il donné à Barbe Noire un deuxième fruit du démon aussi puissant, alors qu'il considérait le Yami Yami no Mi de base comme étant le plus puissant et démoniaque de tous? Je vous promets, le Gura Gura no Mi aura un rôle à jouer dans le futur de One Piece et pas uniquement dans les combats ou les rapports de puissance. Non, il servira au plan
de Teach. Et le comble de l'ironie, à mon sens, c'est que Wano Kuni est bien inspiré du Japon, n'est-ce pas? C'est la terre natale d'Oda. Le Japon est également l'un, voire le pays recensant le plus de séismes qui sont ensuite à l'origine de tsunamis mortels. Avec le scénario que je vous ai dévoilé, Barbe Noire utiliserait, dans le pays représentant le Japon, un fruit du démon générant des séismes et des tsunamis, comme montré à Marineford. En apprenant la position de Pluton par Caribou, Barbe Noire irait alors en direction de Wano pour libérer le pouvoir d'une arme antique, une arme antique qui lui sied d'ailleurs à merveille, elle est celle représentant le dieu des enfers. Quelle meilleure représentation pour l'homme qui possède le plus démoniaque des fruits du démon au monde, le Yami Yami no Mi. Barbe Noire est également le seul pirate à ne pas avoir un véritable bateau digne de ce nom. En tout cas, c'est ce qu'Oda veut nous faire croire en juger l'apparence très rudimentaire du sabre de Chebek, son navire. La plus grande amélioration que sa flotte subirait sera alors d'accueillir dans ses rangs le bateau des enfers, un bateau qui serait alors tracté non pas par une centaine de géants comme j'ai pu vous le dire plus tôt, mais par un seul, celui qui se nomme le Cuirassé. San Juan Wolf, le plus grand de tous les géants, est celui qui permettra la navigation et le déplacement de ce bateau infernal. Si cette théorie sur Barbe Noire attaquant Wano pour récupérer Pluton vous plaît, alors pensez également à Shanks qui était persuadé que Teach se rendrait au pays des samouraïs. Le roux connaîtrait lui aussi le secret que cache Wano Kuni et s'attend à tout moment que Barbe Noire essaye de récupérer l'arme antique. Cette petite scène du chapitre 1079 serait un véritable foreshadowing, un teasing exceptionnel d'un événement qui le sera encore plus. Barbe Noire compléterait enfin le tableau des empereurs à Wano Kuni. Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shanks, Baggy et même Luffy se sont rendus sur cette île ou aux alentours. Seule Barbe Noire n'y a jamais mis les pieds ou ne s'en est jamais vraiment approché. Alors ça y est, Pluton va se réveiller et le monde tombera dans le chaos. Eh bien oui et non. Car ce scénario, comme je vous l'ai dit plus tôt, eh bien la Galera l'avait déjà imaginé. Encore une fois, rappelez-vous des mots de Franky au sujet des concepteurs de Pluton. Dans le cas où cette arme tombait dans les mains de qui il ne fallait pas, les plans de Pluton sont là pour apporter une force d'opposition. Un deuxième navire, une deuxième arme antique sera créée pour la combattre. Grâce au plan de Pluton que Franky aurait mémorisé avant de brûler, lui, la Galera Compagnie et les héritiers des géants donneront à nouveau vie à ce monstre en honorant la volonté de ses concepteurs. Un bateau légendaire que conduiront les guerriers d'Elbaf lors de la fin du monde, tel le Nagelfar, ce navire de la mythologie nordique qui conduira les géants au combat, dirigé par Loki. Encore une fois, Nina a fait des théories exceptionnelles sur le sujet, qui se valident d'ailleurs de chapitre en chapitre. Je ne peux que vous recommander d'aller les voir vraiment. Donc vous aurez compris que Wano est actuellement en danger, ou du moins le sera très prochainement, car celui qui brisera les frontières de ce pays ne sera pas Azunesha et Momonosuke, mais bien Teach pour libérer Pluton et obtenir l'une des rares armes antiques, comme son père voulait faire autrefois. Mais alors, comment l'empereur des ténèbres pourra-t-il être arrêté avec cette arme antique? Qui pourra se dresser contre lui? Eh bien, si je vous disais qu'on aura à nouveau affaire à un God Valley. En effet, les parallèles entre le passé, le présent et le futur sont ce qu'il y a de plus important dans One Piece. Les guerres d'antan sont souvent le miroir de celles à venir, et je vais vous expliquer pourquoi ce qu'il s'est passé à God Valley va avoir lieu prochainement. En tout cas, il y a de grandes chances, très grandes chances que le combat final de Luffy contre Barbe Noire concerne aussi un troisième personnage qui n'est nul autre que Kobe. Je vous entends déjà rire, voire même râler, mais écoutez-moi bien, Garp va mourir, c'est presque une évidence désormais. J'avais déjà pas beaucoup de doutes à l'époque, mais apprendre aujourd'hui que Chebek a tué un amiral, potentiellement le héros de la marine de son temps, et que Garp ait pu nourrir une haine contre lui me conforte dans l'idée que ce que le grand-père de Luffy a vécu, ça sera au tour de Kobe de le vivre. Kobe voudra venger la mort de celui qui s'est sacrifié pour lui en venant affronter les pirates de Barbe Noire sur la ruche. Mais au-delà d'une question de vengeance, c'est une symbolique qui aura toute son importance pour la suite de l'histoire. Nous aurons d'un côté l'avenir de la piraterie et de la liberté, l'avenir de la marine et de la justice, contre le mal absolu, symbole de destruction et de domination. Et là, ça pourrait aussi être une explication sur cette problématique autour de l'ennemi final de One Piece. Qui Luffy devra affronter entre Imu et Barbe Noire? Eh bien la réponse serait ici. Individuellement, l'ennemi final de Luffy serait Barbe Noire, c'est son rival né, son plus puissant adversaire comme l'était Chebek pour Roger. Imu quant à elle représenterait l'ennemi mondial, l'ennemi de toutes les races, de tous les peuples du monde entier, et ce depuis des siècles. Une différence notable et importante, l'un pourrait être vaincu par Luffy seul, l'autre doit être vaincu en groupe, comme le laisse suggérer la fresque d'Elbaf. La symbolique serait alors d'autant plus belle, plutôt que de réserver Imu, maître du monde, au héros, c'est le monde lui-même qui se retournerait contre elle. Alors ouais, moi je trouve que jusqu'à présent on a quand même bien répondu à toutes les interrogations que l'apparition de Chebek a pu provoquer. Pour être honnête, j'ai plusieurs questions en suspens que je me pose et que je vous garde pour la fin de cette vidéo, car il y a des zones d'ombre qui me tracassent encore un peu. Mais avant ça, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, un personnage qui a été volontairement éclipsé, alors que pourtant il était au centre de ce chapitre. Je parle évidemment de notre cher Loki. On peut penser ce qu'on veut de cette révélation de Chebek dans ce chapitre, on peut aussi penser ce qu'on veut du personnage de Loki dans l'arc d'Elbaf. Aimer ou détester, moi je trouve une chose
absolument géniale, c'est de faire de Loki un admirateur de Chebek. C'est un parfait choix que de voir pour une fois un enfant admirer non pas un héros conventionnel, mais juste un homme qui ne l'a très probablement jamais jugé et qui au contraire a toujours défié ceux riant de lui-même. Chebek n'a pas l'air d'être le genre d'homme à s'apitoyer ni à s'arrêter à ce que les autres pensent de lui. Il a ses objectifs et risquera tout pour les réussir. Dans un monde où chaque humain le rejette, il est normal que Loki ait vu en Chebek un modèle, un exemple. Mais comme il le dit lui-même, il est né à la mauvaise époque et jamais il n'a pu suivre les traces du capitaine des Rox. Sauf que les temps ont changé. Désormais, celui qui porte la volonté de Chebek se trouve être Barbe Noire. Alors la question est la suivante, vous la voyez venir, mais pensez-vous que Loki pourrait rejoindre Teach, ou du moins pensez-vous que Loki pourrait trahir l'équipage qu'il choisira? Récemment, Luffy l'a invité à rejoindre les Mungi, apportant une vraie crédibilité à l'intégration du géant dans l'équipage, et après un tel flashback, il coche un nombre de cases totalement exceptionnel pour faire un parfait Nakama. Et comme je le disais, d'un autre côté, l'héritier de Chebek est là, il suit la voie de son père et va aller encore plus loin. Deux scénarios pourraient alors s'offrir à nous. Loki rejoint Barbe Noire après l'arc d'Elbaf, peut-être car il se sentira toujours décalé et rejeté de la population des géants qui l'ont quand même absolument toujours négligé, haï et maudit pour des crimes qu'il n'a pas du tout commis. Il serait normal de sa part de ne plus vouloir être lié à sa patrie, qui n'a jamais été une famille pour lui, mais au contraire ses bourreaux. Loki quitterait Elbaf pour être à la recherche de l'héritier de Chebek. L'autre scénario serait que Loki rejoigne Luffy et l'utilise seulement pour quitter Elbaf et aller là où il le souhaite. Si Oda s'inspire du Loki des mythes nordiques, alors il faut faire attention à la malice du prince d'Elbaf, qui pourrait manipuler sournoisement les gens et les utiliser pour arriver à ses fins. Mais quand même, sans s'attarder sur ce petit détail, je reste persuadé que Loki sera, d'une manière ou d'une autre, du bon côté de l'histoire. Qu'il rejoigne Teach maintenant ou qu'il trahisse Luffy plus tard, il finira par combattre le mal et se ranger du côté du dieu du soleil. Il ne peut pas en être autrement, il ne peut pas souiller la volonté d'Harald à ce point-là, et de toute façon, si Loki était si mauvais, jamais Luffy ne l'aurait invité dans son équipage. Preuve ultime que d'une façon ou d'une autre, Loki naviguera sous l'emblème du dieu soleil. Bon alors, vous avez vu, j'ai beaucoup théorisé sur cette page finale et j'ai encore un tas de questions en tête que je ne savais pas forcément où caler. Voilà, donc cette fois-ci, il n'y aura pas de courrier de Goji, mais juste une mise en avant des interrogations sur lesquelles je n'ai pas forcément trouvé de réponse. Regardez, par exemple, est-ce que Barbe Noire était le surnom de Rox? Apparemment, Teach a pris ce surnom après avoir quitté l'équipage de Barbe Blanche, donc il ne l'avait pas avant. Et maintenant que nous découvrons son lien avec Chebek, peut-être qu'il a décidé d'hériter du même nom que son père, lui qui a une barbe noire également. Dans ce flashback, est-ce que nous allons découvrir ce qu'est le trésor de l'île des pirates mentionné par Garp au chapitre 1096 avant les événements de God Valley? De ce qu'on peut comprendre, il s'agit des fruits du démon offerts aux gagnants de la chasse à l'autochtone, hein. Donc ça voudrait dire que Chebek lui aussi faisait la chasse aux fruits du démon, voire peut-être qu'il en faisait un commerce et qu'une partie de son butin a été volée par les chevaliers divins pour la chasse de God Valley. Ça ferait encore un parallèle intéressant avec son fils qui chasse les fruits du démon, mais surtout ça permet de se poser d'autres questions relatives à ce sujet. Chebek était-il venu sur Elbaf pour s'emparer du fruit légendaire de ce pays? C'est pas impossible, pas du tout même. Mais là encore, on sait qu'il n'aurait pas réussi puisque ce fruit du démon aurait été volé il y a 14 ans quand Chebek était déjà mort. Ensuite, Chebek a-t-il les mêmes caractéristiques physiques que son fils, à savoir de ne pas dormir, voire même d'être capable de consommer 2 fruits du démon? Le fait de ne pas dormir est giga intéressant à imaginer et pour expliquer cette espèce de folie qu'a Chebek, comme s'il était toujours à 200 km/h, une malédiction qu'il a, un peu comme Loki, avec ses yeux finalement, sauf que Chebek l'aurait légué à son fils, portant le poids du fardeau de son géniteur. Le coup des 2 fruits du démon quant à lui n'est pas à mettre de côté. Chebek avait très probablement un pouvoir, c'est même quasiment sûr. Moi je pense que c'est le Yami Yami no Mi, mais un autre est totalement possible, un autre qui l'utilise pour combattre quoi. Et là le coup du 2e fruit du démon, plus passif et aussi imaginable, un fruit un peu à la Yomi Yomi no Mi de Brook qui se déclenche que lors de sa mort. Peut-être que c'est ce fruit qui lui a permis de maudire Barbe Noire, un fruit dans le même thème que celui de Brook, mais encore un petit peu différent, vous voyez. Voilà, ça fait partie des sujets que je trouve vraiment intrigants pour le coup, et loin d'être bête à analyser, mais attendez, c'est pas fini parce que du coup il faut parler de cet autre personnage qui est Baggy le clown. Pourquoi un parallèle aussi prononcé avec Baggy? Alors au-delà de la différence flagrante de force et de puissance entre les deux, on y trouve effectivement des parallèles importants, comme par exemple devenir le roi du monde. Voilà, je vous le disais plus tôt, mais Baggy aussi voulait dominer le monde. Il y a la Cross Guild, ensuite que des pointures au service d'un homme en perpétrant des actes anti-marines et anti-gouvernementales, exactement comme les Rox. Et puis il y a ce truc où Baggy est né 1 an avant God Valley, donc si c'est son fils, chronologiquement ça peut coller. Preuve en est avec Teach qui a à peu près le même âge. Et finalement, contre toute attente, j'ai envie de dire, Chebek a des cheveux bicolores. Voilà, donc il a sûrement les cheveux noirs à la Teach, ça ok c'est sûr, mais la couleur claire blanche là qu'on pourrait voir dans le manga pourrait totalement être du bleu. Et là, ça serait un nouvel argument de taille sur sa paternité de Baggy.
Ce qui ferait aussi de Teach et Baggy des demi-frères. Voilà. Alors j'ai envie de dire pourquoi pas, on est dans l'arc de la fratrie après tout. Aerudine et Loki sont des frères, Shanks et Shamrock sont frères, même la mère de Loki, Estrid, avait un frère dans ce chapitre. Alors en vrai, pourquoi pas, c'est pas ce que je veux forcément voir, mais il y a un monde où ça peut passer. Pour finir, je dirais qu'il est temps de se focaliser sur un sujet totalement éclipsé dans cette review autour de Chebek, sa prime. Alors à quel montant s'élevait sa prime qui était apparemment particulièrement grosse? Déjà, il faut savoir qu'à l'époque et avec l'inflation, les primes n'avaient pas la même valeur, raison pour laquelle Dory et Broggy ont fait un bond de x18, en passant de 100 millions à 1 milliard 800 millions, et Robin disait bien que les montants ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 100 ans. Donc la prime de Chebek, qui date d'il y a plus de 50 ans, ne pouvait, je pense, pas dépasser celle de Roger, mais pouvait, à mon avis, également très facilement orbiter autour des 2 ou 3 milliards jusqu'à augmenter dans les 5 milliards, ce qui vaudrait aujourd'hui à peu près le double. Voilà, donc comme je le disais en intro, on va faire un petit truc, proposez-moi en commentaire la prime de Chebek au moment où il arrive sur Elbaf, essayez de l'imaginer, donnez-moi un chiffre et on verra dans le prochain chapitre, si elle se révèle, qui s'en rapprochera le plus parmi vous. Eh bien écoutez les bros, voilà, nous arrivons doucement sur la fin de cette review, j'ai vraiment fait en sorte de vous offrir le maximum d'analyse sans blabla inutile. J'espère que vous avez aimé ce moment en ma compagnie et surtout que vous en ressortez avec encore plus de hype de l'apparition de ce personnage légendaire attendu depuis des années. Vraiment. C'est le moment pour moi de vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée, de vous inviter à rejoindre le live de ce soir tout en mettant un j'aime à cette vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Peace les bros, prenez soin de vous et de vos proches.